Des milliers de personnes dans la rue ce matin répondant à l'appel de la CADDL. Elles ont marché pour dénoncer certaines pratiques des sociétés immobilières et revendiquer des logements sociaux décents au profit des populations. Le maire de Logobou répond à son détracteur. Il réfute les accusations de détournement et malversation portées contre lui par un des conseillers municipaux de la commune. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, vous le verrez peut-être dans le ciel burkinabé bientôt, un hélicoptère aux couleurs rouge, jaune, vert, le KHKR 45AR, fabriqué entièrement par un burkinabé au Burkina Faso. Nous irons à la découverte de l'œuvre de Kafando Aruna Koudougou Roland. Voilà pour le sommaire, bienvenue à cette édition. Paris réussi pour la CADDL, malgré l'appel au boycott de sa marche lancé hier par certaines associations. La coalition des associations pour la défense du droit au logement a réussi à mobiliser des milliers de personnes dans les rues ce matin. Parties de la Bourse du Travail, elles ont convergé au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, où un mémorandum a été remis au ministre Maurice Dieudonné Bonannée. Le compte rendu de Roméo Koïta. Ils étaient des milliers à prendre d'assaut les rues de la capitale en cette matinée du 5 avril, à l'appel de la coalition des associations pour la défense du droit au logement. C'est ainsi que débute leur campagne de revendication de logements sociaux décents et de dénonciation des actions des sociétés immobilières accusées de spolier les populations. Pourquoi avant nos paysans ne vendaient pas les parcelles là? C'est eux qui ont voté les lois pour les sociétés immobilières qui accaparent nos terres par une politique. Ça, c'est une politique du gouvernement. Nous savons ça. Les sociétés immobilières, ce sont le gouvernement qui. Pourquoi ils ont dit qu'il n'y a plus de parcelles d'attribution? Je suis à Nouleti, mais aujourd'hui, je veux mon parcelle. Et je veux que celui qui fait les politiques prenne les parcelles vendues. Et Dieu veut faire qu'il va lui gagner. Ils vont attraper. Il y a les gens qui sont, il y a parcelle toujours, et on veut voler ajouter encore. Donc nous ne pouvons pas accéder. C'est aujourd'hui. Et Dieu vous bénisse. Ces manifestants, issus pour la plupart des zones non loties, accusent notamment le gouvernement de vouloir transformer ces zones d'habitation spontanée en bidonville. Lors de la rencontre tenue entre les deux parties le 3 avril dernier, le gouvernement a clamé sa bonne foi en indiquant que le processus de restructuration de ces habitations précaires est en cours. Réponse qui n'a pas convaincu ces associations de défense du droit au logement qui ont fait le choix de la rue pour se faire entendre. Nous disons que ce n'est pas normal que on utilise le foncier, on brade le foncier, on le libéralise et qu'on le vende à n'importe qui pour qu'il puisse se faire un capital et au détriment des populations. Nous, ce que nous revendiquons, c'est qu'on travaille à ce qu'il y ait des logements sociaux décents au profit des populations. Partis de la Bourse du Travail, ils sont allés remettre le mémorandum au ministre de l'Habitat. Dieudonné Maurice Bonannée a tenu une fois de plus à les rassurer sur les mesures prises par le gouvernement pour apurer le passif foncier au Burkina Faso. Ce qui est de la commission d'enquête parlementaire, vous avez tout suivi, le rapport a été remis au Premier ministre le vendredi passé. Il sera bientôt adopté en Conseil des ministres et ce que vous aviez comme préoccupation, nous allons le faire avec l'ensemble des acteurs, les populations, les organisations de la société civile, les collectivités locales. Les initiateurs de la marche disent prendre acte de la déclaration du ministre, mais comptent intensifier la lutte au cas où leurs préoccupations ne seraient pas examinées avec sérieux. À présent, la réaction du maire de Logobou aux allégations d'un des conseillers municipaux de cette commune située dans la province de la Tapoa. Ce dernier accusait le maire de détournement et de malversation au cours d'une conférence de presse ce 2 avril. Accusation réfutée par le concerné ce matin. Luc Pabelgum. Le conseiller municipal de Logobou, David Wali, a accusé son maire d'être auteur de malversations financières, de faux et usage de faux et de gestion calamiteuse à la tête de la commune de Logobou. Pour sa défense, le maire Kondia Nyonli est entouré de ses plus proches collaborateurs. Conseillers et présidents du conseil régional de l'Est vont tenter de démonter les accusations d'un de leurs.
Pour eux, c'est suite à l'échec du conseiller Wali à l'élection du maire de Logobou que cette crise a débuté. Mes détracteurs ont prétesté que j'ai détourné 57 millions, dont sur la seule ligne budgétaire, autres travaux d'investissement, voire chapitre 235. Penser que quelqu'un peut détourner 57 millions est vraiment aberrant. C'est faire preuve de mauvaise foi. Et d'ailleurs, toutes les dépenses incriminées, qui ne sont qu'en réalité celles de 2016, ont été engagées par la délégation spéciale. En outre, je puis vous rassurer très sincèrement que la gestion de la mairie de Logobou ne souffre d'aucune anomalie. Contrairement donc au dit du fondeur David Wali, puisque le maire dément qu'il n'est nullement accompagné de 12 autres conseillers comme il le prétend, des mains invisibles ne siphonnent pas les recettes de la commune de Logobou. Le rapport de la mission d'inspection révèle d'ailleurs des insuffisances. Qui est mal utilisé par des politiciens qui ne savent pas comment peut-on dire que le maire avait prévu réaliser une école dans son village et que le maire a détourné cet argent. C'est mal connaître les procédures de la commande publique. Nous, on avait voulu, à un certain moment, de ne même pas dire quoi que ce soit. Mais comme nous avons compris que de fois par l'entêtement, les gens continuent de dire tout ce qu'ils veulent, de parler pour ne pas dire totalement la vérité. Et il a dit aux différents journalistes qui étaient à sa conférence qu'il a 13 conseillers avec lui. Mais c'est archi faux. La population est suffisamment vigilante. C'est pour cela, moi, j'ai dit au maire, je ne suis même pas d'accord qu'on tienne ce genre de conférences ici. Parce que la base, ce n'est pas Ouagadougou. Vous avez vu, nous sommes en train de mener des débats à Ouaga, alors qu'à la base, tout est clean. Il n'y a aucun souci. Par ailleurs, le rapport relève également des conflits d'intérêts dans les passations de marché. À ce propos, le maire et son équipe ont assuré ne plus passer de marché aux conseillers municipaux, sur injonction d'ailleurs de la hiérarchie du parti qui dirige la commune, à savoir le mouvement du peuple pour le progrès. Ce qu'on constate depuis cette crise, c'est que le linge sale de Logobou se lave à plus de 500 km de la commune à Ouagadougou. Voilà, et puis sachez que le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation a pris un arrêté suspendant les activités du parti politique dénommé Parti de l'indépendance du travail et de la justice PITJ au motif que les déclarations de son secrétaire général Soumane Touré au cours d'une conférence de presse le week-end dernier portaient atteinte aux dispositions de la loi réglementant les activités des partis politiques. C'est une suspension qui dure 3 mois. Voilà. Et nous poursuivons ce journal. Pour mieux lutter contre la corruption dans le secteur minier, les agents de la Cour des comptes et ceux de la SELC, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ont été formés sur les enjeux et l'organisation de ces secteurs. C'est un atelier organisé par la Chambre des mines du Burkina. John William Somda. Avec plus de 226 milliards de nos francs comme part dans le budget 2017 de l'État, le secteur minier se positionne de plus en plus comme la première source de revenus de notre pays. Après plusieurs ateliers de formation avec les journalistes, les inspecteurs du travail, les agents des impôts et des douanes, la Chambre des mines se tourne maintenant vers les agents de la Cour des comptes et de l'autorité supérieure de contrôle de l'État et de la lutte contre la corruption. Du 4 au 6 avril à Koudougou, une trentaine de participants issus des deux structures pourra s'imprégner davantage de la réalité du secteur minier au Burkina. L'importance de ce secteur-là nécessite qu'il y ait vraiment un échange, un dialogue avec toutes les parties prenantes et les organes de contrôle d'État sont également des parties prenantes essentielles pour notre secteur. Et il apparaît donc important que nous puissions les aider à mieux connaître le secteur minier, à mieux avoir la cartographie du secteur minier, les enjeux, les réalités de ce secteur-là, afin qu'ils puissent mieux jouer leur mission justement de contrôle. En 72 heures, les agents de la Cour des comptes et de l'autorité supérieure de contrôle de l'État auront à en apprendre sur les enjeux de l'organisation du secteur des mines. Pour les premiers responsables de ces structures de contrôle, cet atelier est une belle opportunité à saisir dans le cadre de la lutte contre la corruption. L'intérêt de cette formation elle est évidente pour nous, corps de contrôle, parce que, comme vous l'avez entendu, le secteur minier intervient beaucoup dans la création de la richesse au Burkina Faso. Mais le problème que l'on a au Burkina Faso, c'est que le citoyen lambda se plaint
du fait qu'ils ne voient pas les retombées de la manne minière au Burkina Faso. Alors la Cour des comptes a une mission de contrôle du patrimoine public. Partout où il y a de l'argent appartenant à l'État, aux citoyens, la Cour des comptes a intérêt à y exercer un contrôle pour être sûr que cet argent a été bien géré, que ça a été géré selon les principes de la comptabilité publique et de la bonne gouvernance. Il n'y a pas un État efficace s'il n'a pas un système de contrôle efficace. Alors comme le secteur minier est un secteur assez relativement neuf pour nous, nos auditeurs ont intérêt non seulement à s'initier aux techniques du secteur minier, mais à renforcer aussi leurs capacités. Au terme de cet atelier de formation, les agents devront comprendre les étapes dans la vie d'une mine afin de mieux connaître le rôle des corps de contrôle pour une bonne gouvernance du secteur minier au Burkina Faso. Des mines, on passe à l'environnement. La Banque mondiale dispose de nouveaux standards en matière de gestion environnementale et sociale des projets et programmes qu'elle finance. Les acteurs concernés par cette nouvelle donne ont été formés sur la question. Le compte rendu de John William Somda. Après plusieurs décennies à financer des projets dans l'agriculture, l'élevage, les infrastructures, la santé, l'éducation et dans divers autres domaines, la Banque mondiale veut se pencher davantage sur l'impact environnemental et social de ces différentes activités dans notre pays. Au regard des enjeux environnementaux et des changements climatiques, voire de la vulnérabilité environnementale et sociale, les projets doivent dorénavant faire l'objet d'application de la procédure nationale d'évaluation environnementale. Donc l'engagement du Burkina Faso à faire des sauvegardes environnementales et sociales une exigence transversale dans l'exécution du PNDS. C'est cet engagement que nous saluons parce que la sauvegarde des mesures environnementales et sociales est essentielle dans la mise en œuvre des projets et programmes soutenus par la Banque mondiale ici au Burkina Faso. Face aux différents enjeux climatiques en cours, la Banque mondiale et ses partenaires mettent à profit un atelier pour approfondir les connaissances et les outils pratiques pour l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle des plans de gestion environnementale et sociale. Placé sous le thème suivi, surveillance environnementale et mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale, cet atelier se tient du 3 au 7 avril. Vous êtes au courant de tous les changements qui se passent aujourd'hui au niveau planétaire, les changements climatiques. Et vous êtes aussi sensible au fait que c'est l'homme qui est au centre du développement. Et c'est pour cette raison que nous sommes là, pour partager donc les nouveaux standards de la Banque mondiale avec tous les acteurs. Et nous assurer donc que ces standards qui vont se dérouler dans le cadre de la souveraineté du Burkina Faso ici, que ces standards-là sont appliqués dans les projets et programmes que nous appuyons ici. Présent à la cérémonie officielle d'ouverture, le ministre en charge de l'environnement fonde de réels espoirs sur l'application des conclusions et des échanges de cet atelier. Et rien ne sert de préparer un plan de suivi environnemental et social sans pouvoir le mettre en œuvre. Donc voilà, pour nous, en tant que ministère, c'est de saluer la Banque mondiale pour son engagement à faire du Burkina, bien sûr, le développement du Burkina, un développement durable au profit des populations et pour l'atteindre la sécurité alimentaire au Burkina. En 5 jours, les différents participants devront être capables de maîtriser la démarche d'élaboration des programmes d'atténuation des impacts des programmes et du suivi de leur mise en œuvre dans le cadre des projets financés par la Banque mondiale. Voici un secteur qui emploie près de 15 000 personnes et qui apporte une contribution d'environ 15 milliards de francs CFA au budget de l'État. Et pourtant, le secteur de la mangue faisait face à un manque d'organisation, de consultation. Entamé depuis 2016 par les acteurs, ont permis de régler la situation. Maintenant, il y a une période précise pour les exportations et pour les séchages. Les précisions d'Arsène Konditamde. Fini le démarrage désordonné de l'exportation de la mangue du Burkina Faso. Après les concertations entamées depuis 2016, les acteurs de la filière ont finalement arrêté le 10 mars de chaque année comme date officielle d'exportation de la mangue et le 1er avril de chaque année comme celle du démarrage du séchage. La Promabé, à travers les maillons qui la composent, INPMB, Petramab et APMAB, ont convenu ce qui suit. Date de démarrage officielle de l'exportation de la mangue, le 10 mars de chaque année. Date de démarrage du séchage de la mangue, 1er avril de chaque année. Et je sais que les commentaires sont venus après, mais c'est pour dire que ces dates ne sont pas arbitraires.
Pour cette année 2018, les acteurs de la filière mangue veulent réduire considérablement la pression parasitaire afin de booster la production nationale. En 2016, nous avions eu 15 interceptions. L'interception veut dire que le produit arrivé à destination ont été interceptés comme impropres à la consommation. Donc nous avons eu 15 en 2016. Nous avons eu 16 en 2017. 20 plutôt. Nous, notre objectif, c'est de réduire effectivement, comme nous l'avons souligné, considérablement les piqûres et les interceptions à l'export. Parce que la mangue, n'oublions pas, est non seulement exportée, mais nous aussi au niveau national, nous avons besoin de mangue saine pour consommer. La mangue constitue une importante source de revenus pour le Burkina Faso. Elle rapporte plus de 15 milliards de francs CFA au budget de l'État. Le gouvernement s'engage donc à donner un coup de pouce à la filière pour améliorer la qualité de la mangue et par ricochet, accroître son apport au budget national. Dans la concertation avec le moyen de la commercialisation, il est envisagé naturellement l'amélioration du système de contrôle phytosanitaire de la mangue à l'export par une mise à disposition des inspecteurs phytosanitaires aux stations de conditionnement. Aussi, l'État, à travers le programme de lutte contre les fléaux, avec l'appui du projet CEDEAO de lutte contre les mouches de fruits, a mis à la disposition des acteurs de la filière mangue des produits et équipements de lutte d'une valeur de 126 millions de francs CFA. Il est attendu dans les prochains jours de la part du projet régional de la CEDEAO une dotation en produits de lutte et du matériel de surveillance contre les mouches de fruits d'une valeur de plus de 80 millions de francs CFA. La mangue occupe plus de 33 000 hectares repartis dans 8 provinces. Elle emploie plus de 15 000 personnes qui produisent plus de 300 000 tonnes de mangue par an. L'ONG Hunger Free World plaide pour le maintien des articles sur le droit à l'alimentation dans la nouvelle constitution, un plaidoyer qu'elle mène auprès des autorités politiques, religieuses et coutumières. Elle était ce 4 avril chez le Moronaba. Madina Sinou. Le maintien du droit à l'alimentation dans la nouvelle constitution du Burkina Faso, c'est le combat de l'ONG Hunger Free World. Un combat qu'elle entend gagner par des plaidoyers auprès des autorités coutumières, religieuses et politiques. Ce 4 avril, c'est l'accompagnement du Mogonaba qui est demandé. Bien sûr qu'on a des craintes, il se peut que la Constitution ne soit pas adoptée, comme il se peut aussi qu'elle soit adoptée à moitié, on n'en sait jamais. Mais nous, en tout cas, on est engagés et c'est pour ça qu'on est venu demander l'engagement de Sa Majesté le Moronaba. Par ailleurs, on a rencontré le Bobo Mandarin, on a rencontré la communauté musulmane et tous, aujourd'hui, comme le Moronaba, se sont engagés à nous accompagner pour que le droit à l'alimentation soit maintenu dans la Constitution pour le bonheur de tous les Burkinabés. Vous tous, même vous, vous êtes concernés. Pour les visiteurs du jour, chaque Burkinabé doit s'alimenter dans la dignité. Et c'est au gouvernement de créer les conditions pour permettre au pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les conditions, c'est d'abord beaucoup de terres. Il faut qu'il y ait beaucoup de terres cultivables. Et si vous avez remarqué ces derniers temps, les sociétés immobilières sont en train de ratisser large et rachètent les terrains. Et c'est de plus en plus les paysans qui auront des problèmes pour jouir de ces terres-là. Donc créer des conditions pour que les paysans aient des terres, que la femme ait des terres, ça c'est fondamental, et que les Burkinabés puissent faire de l'agriculture un chemin de développement. Depuis sa création en 2000, l'ONG Hunger Free World œuvre à la construction d'un monde libéré de la faim. Elle est présente dans différents pays du monde, dont le Bangladesh, le Bénin, le Burkina Faso, l'Ouganda et le Japon. Dans la commune rurale de Niankorodougou, nous sommes dans la province de la Lariba. Le maire a rendu compte de sa gestion à ses administrés après 2 ans à la manette, un bilan qu'il juge satisfaisant quand bien même il faille fournir encore des efforts. Le compte rendu de Mathurin Kabouré et de Arsène Kanditamde. Niankorodougou, commune rurale de la Lariba située à 31 km de Sendou. Après 2 années à la tête de la mairie, le premier responsable de la commune rend compte aux populations. Après avoir dressé un bilan jugé plutôt satisfaisant, le maire estime que beaucoup reste encore à faire. Nous sommes satisfaits de ce qui a été déjà fait, mais la satisfaction ne peut pas être totale. Parce que nos ambitions sont toujours grandes et nous pensons faire mieux que ça. Surtout le problème d'eau. Et nous sommes à un taux de couverture de 58% en matière de forage
Et il faut reconnaître que tous les 3 AEPS de la commune étaient en panne. Et heureusement, ces AEPS seront réhabilités par le ministère de l'eau. Et nous félicitons vraiment le ministère pour ce tact-là. Cette journée a également été mise à profit par le maire pour inviter les populations de la commune à telle divergence politique afin de s'unir pour bâtir la commune. Cette journée était non seulement une journée de redevabilité et une journée de réconciliation, de création d'une cohésion sociale. Et il faut reconnaître que dans notre milieu, les gens ont très mal compris la politique. Et après la campagne, la politique continue. Nous avons voulu que cela s'arrête. Nous avons souhaité en tout cas que les uns et les autres se mettent ensemble pour bâtir vraiment la commune qui nous est tous chère. Cette initiative de la mairie a été une occasion pour les populations de comprendre un peu plus ce qui a été fait par leurs élus depuis 2 années maintenant. Je suis vraiment très content pour cette initiative. Ce que M. le maire a pu faire, je suis très content, je suis vraiment soulagé pour nous réunir un seul jour pour venir nous parler tout ce qu'il a fait dans ces 2 années passées-là. Je voudrais d'abord dire que c'est une bonne initiative. Elle mérite d'être saluée parce que c'est une toute première fois que nous, en tant que ressortissants, nous avions été conviés pour venir vraiment s'attabler sur les questions du développement de la commune. En plus des autorités administratives, coutumières et religieuses du Nord-Kourdougou, cette rencontre a connu la participation des fils et filles de la localité, résidant à Bobo Dioulasso, Ouagadougou et même au Mali et en Côte d'Ivoire. Il est burkinabé, il s'appelle Kafando Aruna Kourdougou Roland et ses initiales figurent sur un appareil qu'il a lui-même fabriqué. Tenez-vous bien, il s'agit de l'hélicoptère KHKR 45AR. 45 comme son âge, dit-il, c'est le projet de toute une vie. Et je vous propose d'aller à la découverte de l'hélico Made in Burkina. C'est signé Natacha Ouedraogo. Le vol KHKR 45AR, hélice battante, ronronne ici à la Patte d'Oie dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou. En attendant son décollage, le moteur tourne. Son concepteur, c'est cet homme de 45 ans. Un âge gravé sur l'aéronef, ou du moins le projet d'aéronef. Aruna Kourdougou Roland Kafando a fait de son rêve une réalité en construisant cet hélicoptère qui ne vole pas pour l'instant. Ce que j'ai fait, détruire, reprendre, si on vous montre les ferrailles, qu'on a pu ressortir ça, c'est pas petit. Maintenant, je n'ai pas eu de finances, on a essayé de faire avec les moyens de bord que nous avons. C'est juste pour appeler la jeunesse, les jeunes burkinabés, de venir, et si nous nous initions, nous pouvons faire quelque chose. Ah, elle a ses 45 années de rêve. Un homme doit avoir un rêve. Et quand le rêve devient une réalité, ça donne la joie. Pour que son rêve se concrétise, Aruna a dû se former sur le tas en électricité après avoir abandonné l'école en classe de 4e pour problèmes de santé. Nuit et jour, ce quadragénaire a bataillé pendant 4 ans dans cet atelier de fortune. Une grande vitesse comme ça ne peut pas faire avec des grosses machines. Il faut un petit truc. Voilà pourquoi nous on l'a posé. Mais malgré tout, on l'a essayé. Mais quand on l'a essayé, la température l'a fait fort. Donc immédiatement, c'était un échec qu'on a abandonné. Et cette tôle m'a coûté, mais rien que c'est dire, cette tôle m'a coûté 60 000. C'est ça? Voilà. Et les lampes que vous voyez là, voilà, je n'ai plus vidé de ça, la soudure et tout ça là. Et vous voyez, il y a une allumette. Voilà. Ça là même, c'est une allumette d'un vrai réacteur. C'est pas que ça là, c'est une allumette d'un vrai réacteur, la bougie. Cet hélico de près de 6 mètres est entièrement fabriqué avec des matériaux payés sur place à Ouagadougou. Il fonctionne à base d'essence. Avoir la forme,
D'abord, j'ai utilisé du fer tort. Le fer tort, bon, quand on parle de fer tort, ceux qui connaissent le métallique savent que c'est un fer que tu peux le tordre à la forme voulue. C'est à base de cette forme maintenant que tu fais les découpes. Comprenez? Donc déjà, ça veut dire que déjà il y a deux machines. Celui qui a été conçu en fer tort et celui qui a été rétabli tout dernièrement en fer rigide. Maintenant, bon, le fer tort là même, ça m'a coûté quand même une petite fortune. N'en parlons pas le ferraille qui est là. Mais ça ne devait pas être du métal, ça devait être de l'aluminium compacté. Et c'est pas de l'aluminium ordinaire même. Ici, c'est pour un contact général du deuxième moteur. Ça, c'est un contact général du deuxième moteur. Ici, il y avait une fermeture. Mais pour que si quelqu'un vienne, il voit comment nous avons caracolé, on a préféré enlever la fermeture pour que vous voyez. Parce qu'à l'intérieur, là, c'est des simples moteurs. Vous voyez, sinon, il y a une tôle en aluminium qu'on place ici et qu'on voit rien. Mais, bon, si quelqu'un demande à voir les moteurs, nous, on le fait regarder. Parce que ça ne devait pas être ce genre de moteur. Vous voyez? Le prochain défi pour Haruna Koudgouro Lankafando, c'est faire décoller l'appareil. Mais pour cela, il a encore besoin d'investissements financiers et d'expertise technique. Le concepteur du KHKR 45AR en appelle donc à l'État et aux bonnes volontés pour réaliser définitivement son rêve. Voilà, nous souhaitons un avenir radio KHKR 45AR et à son concepteur. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, rendez-vous à 19h30 pour une autre session de l'information. Merci de votre fidélité.